Good Morning Business. Le débat. L'Occident est en danger face à l'ascension du socialisme. C'est ce qu'a expliqué hier Javier Milei à la tribune de Davos. Jean-Marc Daniel, ça vous a passionné. Vous allez nous expliquer ça dans un instant. Mais avant, Nicolas Dos, qu'est-ce qu'il a dit dans le détail? Je vais vous rappeler ce qu'il a dit parce que c'est assez extraordinaire, il faut reconnaître. Au moins, c'est pas de la langue de bois. Alors, il a une idée maîtresse quand il arrive à Davos, c'est oui à la liberté, oui à la propriété. Il faut déréguler, il faut laisser faire le marché. Il dit le marché ne peut pas se tromper. Et il dit en face clairement non au collectivisme, le mot est utilisé, le collectivisme mène au socialisme et le socialisme mène à la pauvreté. Il y a une tirade extraordinaire où il met tout dans le même sac. Alors je vous cite vraiment les termes. Collectivisme, fascisme, nazisme, progressisme, social-démocratie, démocratie chrétienne, mondialisme. Tout ça vise à contrôler la vie des gens. Voilà. C'est le capitalisme qui permet la croissance et qui permet de mettre fin à la pauvreté. Et alors, il est convaincu, lui, que l'Argentine de 1860, très libérale, va devenir l'une des premières puissances du monde en 35 ans et qu'après 100 ans de collectivisme, encore une fois, il utilise le terme, on conduit l'Argentine à la 140e place mondiale. Il en tire donc une conclusion d'une évidence parfaite. Maintenant, quand on regarde ce que Javier Milei a mis en place pour traduire sa vision libérale, bon, il a passé le nombre de ministères de 18 ministères à 9 ministères. Il a supprimé toutes les subventions au secteur du transport, toutes les subventions au secteur de l'énergie. C'est vrai que le train de vie de l'État a été réduit, avec en plus un symbole à Davos. Il a pris un avion de ligne normal pour y aller. Voilà. Et puis alors, hier soir, à minuit, il y a un décret d'urgence qui a été publié. Alors, il abroge ou il modifie 300 normes. Il met fin à l'encadrement des loyers. Il supprime toutes les lois qui empêchent des privatisations, avec en tête deux entreprises particulièrement, la compagnie aérienne et le pétrolier YPF. Il remet en cause le droit de grève. Il passe la période d'essai à 8 mois contre 3 aujourd'hui. L'obligation de prescrire des médicaments génériques, la fin des droits de douane censés protéger certains secteurs. Il est formel. Toute entreprise publique a vocation à devenir une société anonyme. Tous les secteurs ont vocation à être dérégulés. Bon, après, il faut un faveur du Parlement. Il n'a pas la majorité. C'est ça. La première décision pour quelqu'un qui veut réduire la pauvreté a quand même été de dévaluer de 50% le peso, ce qui a conduit l'inflation à la fin 2023 en Argentine à 211%. Voilà la photographie. Alors, effectivement, j'imagine que Jean-Marc a plein de choses à nous dire. Jean-Marc, on vous écoute. Ah mais j'adhère à 100% à ce qu'il fait, à son programme. Vous l'avez pas trouvé too much? On ne parle pas de la position sur les femmes et l'avortement. Je ne parle pas de ses positions sur le climat, sur les femmes, sur l'avortement, qui sont des problèmes de société que j'écarte et sur lesquels je ne partage pas son point de vue. Mais d'abord sur une analyse historique, vous prenez un rapport qui avait été fait lorsque Roosevelt, pas Franklin Delano, mais Théodore est devenu président des États-Unis. On est au tout début du XXe siècle et on fait la liste des pays d'avenir. Et donc la liste des pays d'avenir, c'est les 6 pays capitalistes de référence qui sont toujours là, les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie, et le Japon, et puis c'est l'Argentine. Et donc l'Argentine est vécue comme la puissance qui va être la grande puissance du XXe siècle, et il le constate effectivement, cet objectif. L'Argentine est devenue un pays paupérisé, et quand il fait son diagnostic sur les raisons pour lesquelles l'Argentine est paupérisée, sans rentrer dans les détails, on peut considérer... C'est l'État, quoi. C'est l'État, c'est l'intervention de l'État, toute la période péroniste, tout le... Vous savez, Eva, Evita et tout ça... Il a clairement dit l'État, c'est pas la solution, c'est le problème. Voilà. Et donc, effectivement, après, quand on regarde donc ses formules, effectivement, il dit « Ne soyez pas intimidés par des parasites qui vivent uniquement de l'État, ne capitulez pas à l'avancée de l'État, qui n'est pas une solution, mais le problème. » Et là, il s'adressait aux chefs d'entreprise. Et donc, non seulement il considère que l'État n'est pas la solution, que l'État est un problème, mais il appelle les chefs d'entreprise à s'assumer. C'est-à-dire, patrons, soyez les patrons, assumez. Donc, non seulement il faut faire confiance au marché, il faut faire confiance au capitalisme, mais il faut qu'il y ait des capitalistes. Et donc, il appelle les capitalistes à véritablement redresser la tête et pas à chercher, comme je dis, des clients et pas des subventions. Et donc tout ça, je partage aussi bien le diagnostic que le programme. Le marché n'a jamais tort. Le marché n'a pas tort, non, on n'a jamais tort, parce que le marché, c'est effectivement un mécanisme qui permet de déterminer ce que déjà saint Thomas d'Aquin a appelé la justice commutative. C'est-à-dire que dans le marché, on trouve un prix, et ce prix est celui qui optimise effectivement la croissance économique, ça se démontre mathématiquement. C'est celui qui réalise la meilleure répartition entre le vendeur et l'acheteur, et c'est celui qui donne les meilleures incitations sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Alors après, il y a des éléments qu'on est obligé de corriger, il y a des externalités, l'État peut intervenir sous forme de lutte contre les externalités, mais sur des champs qui sont des champs
très précis, réduit. très réduit, et donc en particulier le réchauffement climatique, c'est sur le champ sur lequel je ne suis pas d'accord avec lui. Pour conclure, 2 remarques. Je pense que les mesures qu'il a prises, effectivement, dans un premier temps, ont boosté l'inflation, c'est-à-dire qu'il libère les prix et il a dévalué. C'est d'ailleurs, il a expliqué d'ailleurs que le grand succès de l'Allemagne dans les années 40, enfin à la fin des années 40, au moment où on crée le Deutschmark, le véritable message fort des Allemands à l'époque, c'est de dire aux Américains, nous, on va supprimer tout de suite le contrôle des prix, alors que les autorités d'occupation leur disent, mais non, il faut garder le contrôle des prix vu l'inflation qu'il y a. Et donc il dit, je m'inscris dans cette logique-là, cette logique monétariste, cette logique ordolibérale, cette logique de liberté. C'est la liberté et non pas le contrôle des prix qui permettra de lutter. Qui veut dire que pour vous, là, on a une inflation transitoire, mais que l'Argentine va se redresser. C'est une sorte de laboratoire. Oui, le véritable problème pour l'Argentine dans cette affaire, c'est de négocier avec le FMI pour obtenir le prix qui lui permettra d'intervenir sur le marché des changes. Nicolas l'a dit, il a dévalué pour avoir un taux de change qui soit un taux de change acceptable. Maintenant, il va falloir le défendre sur le marché. Et pour le défendre sur le marché, il faut avoir des munitions. Et donc là, la seule personne qu'il a vraiment rencontrée à Davos assez longuement, c'est la directrice générale du FMI. Donc il a besoin d'avoir des munitions et d'utiliser les munitions du FMI, non pas à la gabegie comme ça a été jusqu'à présent, mais véritablement à défendre le cours du peso. Et la deuxième remarque que je ferai, c'est que son slogan de campagne, il l'a rappelé, c'est « Vive la liberté ». Alors après, il y a un juron, c'est nom de Dieu, d'autres par bordel. Voilà. Bon, donc ce slogan de campagne est un slogan de campagne qui a gagné. C'est donc Et on va repartir à Davos. Dernière remarque. Le FMI n'a pas enterré en bloc l'intégralité de ce qu'a dit Javier Milei, et notamment des choix dont je viens de parler dans le décret d'urgence. Merci à tous les deux.